Salut, je m'appelle Jérôme Atekanyem, je suis consultant réglementaire en immigration canadienne. Alors aujourd'hui, je viens avec 5 erreurs qu'il faut éviter lorsque vous remplissez votre profil Entrée Express en vue de demander la résidence permanente. Alors ce sont des erreurs que j'ai sélectionnées comme ça au hasard, il y en a vraiment plusieurs, mais ce sont les 5 erreurs comme ça que j'ai sélectionnées. Alors la première erreur, c'est de choisir le mauvais code CNP. Donc le CNP, vous savez, c'est la classification nationale des professions. C'est un système d'équivalence entre l'emploi que vous exercez dans votre pays d'origine et donc son équivalent au Canada. Alors, l'erreur que vous allez faire, c'est de choisir un code, ça veut dire de choisir un emploi juste parce que ça ressemble à votre titre d'emploi dans votre pays et non pas de pouvoir choisir un emploi qui ressemble, qui ressemble beaucoup plus à ce que vous faites. Je m'explique. Dans votre pays, par exemple, si vous avez un titre de coordonnateur de projet, hein, ou bien même au Canada, si vous avez un titre de coordonnateur de projet, bon, au Canada, ça va être différent parce que si vous avez un titre de coordonnateur de projet, vous allez effectuer les tâches des coordonnateurs de projet. Mais dans votre pays, admettons qu'on vous appelle un coordonnateur de projet, on appelle quelqu'un qui, par exemple, fait des tâches qui n'ont rien à voir avec le fait de coordonner des projets. OK? Parce que ça existe. Alors, vous, puisque vous savez que mon titre c'est coordonnateur de projet, vous ne regardez même pas les tâches, prenez directement le code de coordonnateur de projet. Mais c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être sélectionné à titre de coordonnateur de projet et que vous allez fournir une lettre d'attestation d'emploi, que ce soit de l'employeur ou bien de l'organisme gouvernemental qui régit l'emploi dans votre pays, l'agent d'immigration va constater que les tâches que vous exécutez à titre de coordonnateur de projet n'ont rien à voir avec les tâches d'un coordonnateur de projet au Canada. Et donc, votre demande de résidence permanente sera refusée même si vous avez été sélectionné. Donc, c'est très important de vraiment choisir le code CNP qui correspond aux tâches que vous effectuez dans votre pays. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, quand vous prenez ce code-là, il faut vous rassurer que le code correspond aussi au FER, donc formation, études, expérience, et puis responsabilité, qui correspond à la catégorie de l'entrée express. Par exemple, nous savons que les FER 0, 1 et 2, donc par exemple, donc le FER 0, c'est le poste de cadre, FER 1, le poste qui exige un diplôme universitaire, FER 2, ce sont des postes qui exigent une formation, on va dire collégiale, cégep et tout. Vous avez fait une formation, par exemple, collégiale, et puis votre emploi relevait vraiment des exigences, des détentions de ces diplômes-là, ok? Mais vous avez pris un CNP de FER 3 ou 4. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de vulgariser un peu donc, ce processus-là. Donc, pour faire court, c'est qu'il faut, puisque vous allez le faire seul, ou si vous avez besoin d'un conseil, moi je vous conseillerais de faire affaire avec des spécialistes. Okay? Mais si vous le faites seul, il faut vraiment sélectionner le code CNP qui correspond. Il faut sélectionner le code CNP qui correspond à vos tâches, aux tâches que vous avez effectuées, et non pas juste à votre titre. Donc, quelles sont les tâches? Vous recherchez les tâches, ainsi de suite. J'entre beaucoup plus en profondeur dans le tutoriel qui sera mis à votre disposition d'ici là. Alors, la deuxième erreur, c'est manquer la lettre gouvernementale d'attestation d'emploi. Ça veut dire que, pourquoi je dis manquer la lettre gouvernementale d'attestation d'emploi? C'est quoi la lettre gouvernementale? Ça veut dire la lettre de l'organisme gouvernemental qui encadre l'emploi dans votre pays. Ça, c'est très important. Pourquoi? Mais c'est parce que Immigration Canada s'est rendu compte que la plupart des entreprises fournissaient des lettres d'attestation d'emploi seulement dans le but de pouvoir aider leurs employés justement à immigrer au Canada. Car maintenant, que l'organisme gouvernemental qui régit l'emploi dans votre pays puisse fournir aussi une lettre d'attestation d'emploi.
pour fournir une lettre, par exemple, qui dit que oui, dans telle période à telle période, vous avez travaillé dans tel secteur et vous avez gagné autant d'argent. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que IRCC le requiert? Ben, c'est justement pour être sûr. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une lettre d'attestation d'emploi de votre employeur, mais ça prend aussi une lettre d'attestation d'emploi ou toute autre lettre, OK, produite par l'organisme gouvernemental qui gère l'emploi dans votre pays. La plupart des pays, par exemple, francophones en Afrique, s'il s'agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais ça peut être le ministère du Travail ou bien le ministère du Trésor public, ainsi de suite. Mais cette lettre-là est très importante parce que seule la lettre d'attestation d'emploi de votre employeur ne sera pas suffisante, malheureusement. Ensuite, la troisième erreur, c'est les incohérences dans les déclarations. Alors ça, c'est très important. Vous devez être cohérent dans toutes vos déclarations, que ce soit dans le profil entrée express, dans la lettre d'attestation d'emploi ou bien dans le formulaire IMM 5669. Dans le profil entrée express, par exemple, vous dites que vous avez travaillé de janvier à mars 2024. Bon, 2024, on est rentré trop loin. Bon, on va dire de janvier à mars 2022. Mais la lettre d'attestation d'emploi nous renseigne que vous avez travaillé de février, hein, de février à mars, par exemple. Donc, il y a contradiction, il y a incohérence entre ce que vous avez déclaré dans votre profil entrée express et la lettre d'attestation d'emploi. Vous voyez, donc ça, c'est une mauvaise chose. Et puis, dans le formulaire IAM 5669, vous allez dire non, mais en fait, on m'avait embauché en décembre, mais que j'ai commencé mes activités vraiment en janvier, fait que dans le formulaire IMM 5669, vous dites que vous avez commencé en décembre et que vous avez fini en mars, par exemple. Donc, pour la même expérience de travail, il y a des indications différentes, il y a des incohérences. Donc, ça va conduire aussi au refus de votre demande. Okay? Donc, ça, c'est très important. Soyez cohérent dans toutes vos déclarations. Si vous n'êtes pas sûr, attendez, par exemple, d'avoir la lettre d'attestation d'emploi de votre employeur et la lettre d'attestation d'expérience de travail de l'organisme gouvernemental qui encadre l'emploi dans votre pays, par exemple le ministère du Trésor public, ou bien le ministère de l'Emploi, ou bien la Caisse nationale des prévoyances sociales, pour être sûr de qu'est-ce que vous avez déclaré dans votre profil et qu'est-ce que vous avez déclaré dans votre formulaire 5669, parce que ça doit être la même chose partout. Alors, la prochaine erreur, c'est les omissions dans l'historique personnel. Les trous dans l'historique d'adresse, les trous dans l'historique d'emploi, ça, c'est pas bon. Si on vous demande les adresses où vous avez vécu les 10 dernières années, il faut donner les 10 dernières années. Il ne faut pas, par exemple, citer de janvier 2022 à juillet 2023, et puis la prochaine adresse va commencer en septembre 2023 jusqu'en août 2024, et puis après vous commencez en décembre 2025 jusqu'à nos jours, c'est là où j'habite. Donc les trous inexpliqués, les trous dans les adresses, les trous dans les emplois. Si vous avez été au chômage pendant un certain moment, il faut déclarer ce chômage-là. C'est très important. Alors, la dernière erreur qu'il vous faut éviter, parce qu'aujourd'hui, j'en ai listé que 5, n'est pas déclarer les membres de la famille. Donc, si vous ne déclarez pas les membres de la famille, c'est trop grave. Parce que vous n'aurez plus l'opportunité de les déclarer par après. Donc, les membres de la famille proche, hein, donc vos partenaires, ça veut dire conjoints de fait, époux, les enfants à charge, les enfants adoptifs, tous ceux qui ne sont pas déclarés ne pourront pas venir au Canada. Ok, donc c'est ça. Alors prenez le temps de soumettre un profil complet pour éviter que la demande soit refusée ou que vous puissiez venir au Canada, mais que vous soyez dans la possibilité de faire venir vos membres de famille au risque d'être accusé de fausses déclarations. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à prendre un rendez-vous avec nous. Et nous fera un plaisir de vous accompagner dans vos projets d'immigrer au Canada. Merci.